TV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Adam Wad. Adam Wad n'a pas besoin de vous le présenter, il est journaliste spécialisé en économie, il est le directeur de publication du mensuel Financial Afrique. Un mensuel qui parle beaucoup d'économie et surtout l'économie africaine. Adam Wad, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là avec nous pour commenter donc l'actualité économique. Le gouvernement s'est mis en place il y a bientôt 4 mois. Sur le plan économique, que sentez-vous? Alassane, bonjour. Donc, merci pour l'invitation. Je salue aussi vos auditeurs. Effectivement, 4 mois, c'est à la fois très peu et c'est beaucoup. Alors, c'est beaucoup parce que si on voit qu'on a dépassé les 100 jours qui permettent aux observateurs que nous sommes d'apprécier les prémices et les orientations générales d'un gouvernement. Et c'est peu parce qu'on n'est qu'à 4 mois, on n'a pas encore fait un exercice pour apprécier. Ceci étant, il y a des signaux, il y a des indicateurs. Et parmi les indicateurs, je citerai le Fonds monétaire international qui a un peu abaissé ses prévisions de croissance sur le Sénégal. Au début de l'année, on projetait 8,3%. Là, on revient à 7,1%. Pourquoi? En raison de différentes incertitudes. Vous savez, une alternance, elle est lourde. Une alternance est un changement majeur parce que c'est un gouvernement qui s'arrête en quelque sorte le temps des campagnes électorales, de l'installation d'un nouveau pouvoir, de l'orientation aussi, de la définition des orientations générales. Donc, pendant ce temps, il y a de la spéculation, il y a des craintes de la part des investisseurs, des opérateurs économiques. Donc, il y a un temps d'arrêt et ce temps d'arrêt, je pense, on peut l'apprécier à travers ces révisions à la baisse de la croissance. Mais est-ce que justement ces temps d'arrêt ne sont pas la faiblesse des gouvernements africains? Parce qu'on voit en Europe, aux États-Unis, quand on est dans l'opposition, on a l'impression que ceux qui sont dans l'opposition ont déjà un gouvernement mis en place. Il y a des spécialistes de telle ou telle question. Dès qu'ils se mettent en place, la machine roule. Mais là, on a l'impression qu'on se met en place de perdre énormément de temps pour faire rouler la machine. Et ce n'est pas la faiblesse des gouvernements africains sur le plan économique? Peut-être on peut dire c'est le fait qu'en Europe, l'administration, elle est forte, elle est neutre. Donc c'est elle, en réalité, qui porte le projet de l'État global, c'est-à-dire tout ce qui est sécurité sociale, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est santé, éducation, donc les services de base, tous ces projets-là sont portés par une administration qui est neutre. Or, nous sommes encore 60 ans ou 66 ans après l'indépendance, on tâtonne encore sur les orientations, on hésite sur les priorités à donner. Je pense que le problème, c'est que chaque alternance, pratiquement, est un bouleversement, est une révolution. Or, on devrait vivre des alternances normales, c'est-à-dire, on se dit, on est d'accord sur l'intérêt général, on est d'accord sur les orientations générales de l'État, mais on devrait peut-être faire des ajustements sur tel secteur ou tel autre, selon l'air du temps, selon des paramètres conjoncturels. Mais on a l'impression à chaque fois en Afrique, quand il y a une alternance, c'est des bouleversements et c'est pratiquement toute l'administration qui change. Or, l'administration devrait incarner cette continuité de l'État et traiter les grands dossiers stratégiques. Tout bien sûr en donnant à ces dossiers une orientation voulue par ceux que les Sénégalais ont choisi pour les gouverner. 4 mois de gouvernance au Sénégal, beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs ont vu le fisc se mettre en place. Pratiquement personne n'est épargné. Aujourd'hui, on entend des complaintes un peu partout, même si certains disent qu'ils ne sont pas là pour ne pas payer les impôts. Mais la façon dont les choses se déroulent, les comptes bloqués, les contrats remis en cause, surtout concernant la presse, aujourd'hui, beaucoup estiment que c'est l'économie du pays qui est bloquée, que l'argent ne circule pas, de façon triviale, en le disant. Effectivement, il y a une anxiété de la part du secteur privé, des hommes d'affaires, qu'ils soient du Sénégal ou d'ailleurs, par rapport justement à cette question fiscale. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut payer les impôts et que ce sont les impôts qui font vivre l'État. Et au Sénégal, la pression fiscale, elle est autour de 18-19%. Elle est faible, mais c'est le meilleur taux dans notre zone IOMOA, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cependant, il y a très peu d'entreprises qui payent les impôts. L'immense majorité des Sénégalais évolue dans le secteur informel. Je pense que s'il y a une révolution à inculquer au nouveau régime,
ce serait peut-être d'élargir l'assiette fiscale, c'est-à-dire de faire en sorte que tous les Sénégalais, qu'ils soient opérateurs économiques ou non, du secteur formel ou du secteur informel, puissent s'acquitter de leurs devoirs civiques, c'est-à-dire du paiement de l'impôt. Parce que sinon, les 20 000 entreprises qui sont formelles et qui payent vont sentir encore plus de pression, parce que l'État a des objectifs de collecte. Mais si on arrivait à élargir l'assiette fiscale et en même temps à abaisser le taux d'imposition, on va créer une économie beaucoup plus attractive pour les investisseurs étrangers, beaucoup plus attractive même pour les start-up sénégalaises, parce qu'on parle beaucoup de start-up, de PME, d'auto-entrepreneurs. Mais quel est le cadre fiscal approprié pour permettre à ces petits poussins d'éclore et de prendre leur envol? Un large dialogue avec toute la population pour faire comprendre aux Sénégalais, surtout ceux qui sont dans l'informel, l'importance de payer des impôts. Voilà, un dialogue est plus que nécessaire, pas seulement avec les opérateurs économiques, mais un dialogue sénégalo-sénégalais sur le projet de société. Parce que effectivement, si on veut des infrastructures de base, des services de base, il faudrait bien que l'État puisse trouver un moyen de les financer. Et surtout, si selon la demande sénégalaise, le mot souveraineté a un sens, c'est-à-dire, si ce mot a un sens, il a aussi un coût. Donc, si l'État veut s'affranchir des dépendances étrangères, il faudrait que l'État trouve en interne les moyens de se financer, de s'autofinancer. Maintenant, la question de l'impôt, elle pose aussi plusieurs autres sous-questions. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de l'argent collecté? Et quels sont les avantages dus et indus accordés aux serviteurs de l'État? Est-ce que c'est normal ou c'est pas normal? Combien coûte un député au Sénégalais? Combien coûte un ministre? Est-ce qu'avoir 2, 3 voitures de fonction, c'est normal? Donc, ce débat ne peut pas faire l'économie aussi dans notre débat sur la réduction du train de vie de l'État, sur la transparence d'une manière générale. Donc, c'est tout un débat. Je pense que les médias, ils ont raison de porter leur cas, parce que les médias sont spécifiques dans le monde entier. C'est un secteur assez sinistré. Et dans nos pays encore où la publicité elle est exceptionnelle, elle est détenue pratiquement, elle ne vient que de l'État. Le secteur privé étant juste peut-être sur 10, 15%, 20% de la manne dégagée, il faudrait qu'il y ait un vrai débat sur le modèle économique d'une presse viable, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les patrons de presse ne refusent pas de payer l'impôt. Le problème, c'est que les entreprises de presse ne sont pas rentables au Sénégal. C'est une réalité. C'est d'une part, peut-être la faute aux patrons de médias, peut-être il y a de nouveaux outils à mettre en place, il y a des économies à faire, une rationalité à trouver, mais aussi d'autre part, nous sommes une petite économie, un petit marché qui ne peut pas peut-être satisfaire l'ensemble des médias sur la place et qui ne peuvent pas accompagner les médias dans leur quête d'audience, dans leur quête de nouvelles structurations en termes de technologie, etc. Le nouveau pouvoir parle de projet pour le Sénégal. Oui. On attend encore le Premier ministre, c'est-à-dire le projet est en train d'être écrit, on est en train de l'écrire. Certains qui sont dans l'opposition disent oui, ils n'ont pas de projet, ils font que continuer le PSE qui était là. Oui, écoutez, parce que durant toute la campagne et même avant, le PASTEF, s'ils ont réussi quelque chose, c'est de convaincre la jeunesse sénégalaise et les Sénégalais en général de la nécessité d'une rupture avec ce qu'ils appellent le système, d'une rupture donc radicale avec le passé. Et cette rupture était supposée être portée par un projet fin prêt, un projet de développement économique et social. Mais à notre grande surprise, je dirais, on voit que ce projet, peut-être les grands axes ont été dégagés, mais il n'est pas écrit. Donc peut-être c'est un projet oral qui peut être aussi important, mais le plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait des orientations claires vis-à-vis des partenaires locaux et étrangers. Il faudrait donc une discussion sur les orientations aussi bien au Parlement ou ailleurs,
pour qu'on puisse voir quelle est la voie à suivre, pour que nous-mêmes, du côté des observateurs, qu'on puisse apprécier la marche du gouvernement. Je pense que là, effectivement, ça participe de l'incertitude, le fait que jusqu'à présent, par exemple, nous sommes au mois nous sommes à la fin août, bientôt septembre, donc les discussions sur les lois de finances doivent être menées, les discussions sur le budget, les discussions sur les grandes orientations, et les parlementaires, les députés, ils sont là pour ça. Et je pense que là, à ce niveau-là, il y a effectivement du retard, il y a pas mal d'interrogations. Oui, le premier ministre qu'on attend à l'Assemblée nationale pour faire sa déclaration de politique générale, la DPG, qui n'a pas faite, le président qui introduit la dissolution du HCCT et du Conseil économique social et environnemental, les députés qui sont dans pratiquement la fronde. Est-ce que ça ne brouille pas davantage le projet qu'on veut mettre en place qui n'est pas encore écrit? Est-ce que ça donne des incertitudes par rapport à ceux qui veulent investir au Sénégal? Bon, moi je dirais que le président a été largement élu dès le premier tour. Donc il n'y a pas eu de second tour, mais il me semble qu'il y a un troisième tour. Et ce troisième tour porte justement sur ce débat, c'est un vieux débat, hein, sur la dissolution de certains organes qui n'ont aucune utilité. Je pense que le Sénat est passé par là, à la trappe. Là, il est question justement de ces deux institutions que le président voudrait un petit peu fermer pour économiser 75 milliards en 5 ans aux Sénégalais. Maintenant, quid du Parlement? Le Parlement, je pense que la dissolution, effectivement, elle était pressentie. Je pense que le président a ce pouvoir. Maintenant, la question, c'est juste après. En cas de législative, est-ce qu'il a la garantie d'avoir une majorité confortable ou bien même partielle? Parce que c'est aussi des risques. On a vu un peu, c'était en France, je pense, en 1997, Chirac-Baladir, il avait misé sur une dissolution et en même temps sur une large majorité, et finalement, il s'est imposé une cohabitation. Et récemment, le cas n'est pas encore réglé, c'est Macron avec Mélenchon. Finalement, il a dissolu l'Assemblée, mais je pense que s'il fallait le refaire, il ne le ferait pas. Donc, il y a énormément de questions, et cette supposée dissolution va encore ajouter de l'incertitude et de l'attentisme à l'économie. Mais c'est vrai que les États ne vivent pas que d'économie aussi. Oui, mais justement, dans les pays dits démocratiques, si on regarde bien comment le Sénat américain marche, le Congrès, si on regarde bien dans d'autres pays démocratiques où les orientations budgétaires, économiques des parlementaires pèsent sur la marche du pays, et que dans notre pays, on a l'impression qu'on a une Assemblée nationale, elle est plutôt applaudir le président, l'accompagner, que de faire son travail réel d'investigation, de contrôle de l'action gouvernementale, de savoir le franc qu'on a voté à l'Assemblée nationale, qui devait aller à une université au Fouta, ou bien en Casamance. Est-ce que cet argent est effectivement arrivé à destination? Oui, le rôle des parlementaires, c'est de contrôler l'action gouvernementale. C'est important, c'est essentiel. Malheureusement, nous sommes des sociétés encore très consensuelles. On fonctionne à la manière de nos villages où souvent il n'y a pas de débat. C'est une assemblée de sages qui se réunit, qui décide, qui prend une décision qui est applaudie et qui n'est pas débattue. Or, la démocratie, c'est vraiment à l'opposé de ces pratiques de recherche du consensus. On doit être dans le débat, et aujourd'hui, s'il y a quelque chose, s'il y a une barrière à franchir pour la démocratie sénégalaise, c'est justement avoir un exécutif fort, mais qui est en face aussi avoir un parlement très fort. Parce que si on doit préserver l'intérêt général, et cette préservation doit naître de la confrontation entre le pouvoir législatif dans la plénitude de ses missions, de son rôle, dans le respect de l'intérêt général, dans le respect et dans le cadre républicain, et de l'autre côté l'exécutif aussi avec toutes ses prérogatives, avec toute sa force, donc pour qu'il y ait une vraie démocratie. Parce que si on veut recréer une majorité confortable et mécanique, il n'y aurait plus de débat, hélas. Et encore, on va, je craindrais pour le gouvernement de tomber dans là où était tombé le gouvernement précédent, c'est-à-dire étouffer l'opposition, la réduire à sa plus simple expression et se retrouver face au peuple, face à la rue. Oui, cette question est fondamentale parce qu'elle pose la question de la démocratie, et la démocratie aussi, quelque part, l'économie joue un rôle fondamental dans la marche des pays. On avait des sociétés étrangères qui sont au Sénégal. On avait dit que le Sénégal a commencé d'abord à exploiter son gaz et son pétrole, surtout son pétrole avec Sangomar, aujourd'hui Woodside.
qui gère Sangomar, a porté plainte contre l'État du Sénégal pour une imposition excessive. Est-ce que ça peut avoir un impact sur justement de l'économie et cette manne qui devait jouer un peu dans la circulation de l'argent au Sénégal? Effectivement, la compagnie Woodside qui exploite le puits de Sangomar a porté plainte au tribunal de grande instance de Dakar et a contesté son imposition. Maintenant, je dirais qu'il faut que les faits donnent à la partie sénégalaise raison, parce qu'il s'agit d'une procédure encore normale, prévue, pourvu que de l'autre côté aussi, que Woodside puisse apporter des arguments que le juge pourrait peut-être prendre en compte. Moi, je pense que cette affaire devrait relever de la routine, puisqu'il s'agit, on est encore dans des cadres prévus, dans un cadre normal. Il ne faudrait pas que derrière, à travers cette affaire, que le Sénégal donne l'impression d'être un petit peu en mode répressif face aux investisseurs étrangers. Parce que l'objectif du pays, qui est en train de basculer dans le champ des pays producteurs de pétrole, c'est d'attirer le maximum d'opérateurs étrangers, le maximum d'investisseurs directs étrangers, et tout en préservant aussi son tissu économique local, tout en faisant en sorte que des entreprises sénégalaises puissent prendre part au local content. Donc il y a beaucoup plus à gagner dans cette attraction des investisseurs étrangers, dans cette attraction de l'investissement. Il y a beaucoup de choses à gagner que dans, je pense, il y a un durcissement de l'arme fiscale. Il y a eu la rupture de contrat entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite concernant une compagnie Aquapower qui devait installer une usine de dessalement au Sénégal. On a vu les conséquences diplomatiques. L'Arabie Saoudite, ce n'est pas n'importe quel pays, du point de vue de sa puissance, du point de vue de ses relations avec le Sénégal, du point de vue même de sa ramification jusqu'aux États-Unis. Est-ce que cette manière de faire peut avoir une conséquence sur l'économie sénégalaise, quand on sait aussi que la Banque islamique de développement, la BIS, je parle de la BIT, est développée par les Saoudiens et qui finance beaucoup l'économie sénégalaise? Oui. C'est vrai, Alassane, on pourrait dire que oui, ce contrat avec Aquapower a été signé quand même dans les dernières journées, heures et minutes du pouvoir de Macky Sall. On peut en contester le modus operandi, dire qu'il aurait fallu mettre ça dans le dossier de passation et attendre que son successeur intervienne. Ça, on peut le dire. Maintenant, il y a la diplomatie. L'Arabie Saoudite constitue l'un des sommets du triangle diplomatique sénégalais que je cite justement entre Riyad, Paris et Washington. C'est la constance de la diplomatie sénégalaise, et l'Arabie Saoudite, c'est un allié du Sénégal, au-delà de l'économique, au-delà de tout. Et donc cette affaire pose effectivement un certain nombre d'interrogations sur l'axe Riyad-Dakar, puisqu'on a vu des va-et-vient diplomatiques par la suite, mais peut-être il aurait fallu procéder à une évaluation avant la rupture quand même, avant la dénonciation de ce contrat. Ouais. Il y a l'Arabie Saoudite. On voit aussi que le nouveau gouvernement ouvre d'autres axes avec la Russie, compte tenu aujourd'hui sur le plan international ce que la Russie représente aux yeux des Occidentaux. La France, tout le monde sait que l'FMI, elle a une force là-bas au niveau de l'FMI. On sait comment les Américains contrôlent la Banque mondiale, qui sont des institutions qui sont là, même si elles font mal à l'Afrique. On voit le rapprochement avec la Russie. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la diplomatie sénégalaise? Et même le président, dimanche prochain, aujourd'hui, doit aller en Chine. Je pense qu'il y a un repositionnement stratégique quand même de la diplomatie du Sénégal qui est aligné sur un petit peu sur les orientations ou bien les positions de l'Union africaine. Parce que l'Union africaine a adopté une position neutre par rapport à ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Une position prudente, et le Sénégal est dans une voie de diversification de ses partenaires, d'où peut-être ce voyage vers la Chine qui est un pays très présent au Sénégal en tant qu'investisseur, en tant que partenaire commercial. D'un autre côté, la Russie qui est une alternative peut-être à moins de pression aussi par rapport aux anciens alliés.
Mais il ne faudrait pas y voir un revirement vraiment, un revirement total de la diplomatie sénégalaise. Je pense que le nouveau régime est en train de se positionner sur un échiquier international complexe. Et le président français, Emmanuel Macron, a annoncé au Sénégal au mois de décembre. Est-ce que c'est une façon pour la France d'essayer de faire une reprise en main de ce qu'ils ont perdu dans le Sahel? On a vu aussi France Média Monde s'installer au Sénégal en faisant up. Est-ce que Emmanuel Macron vient au Sénégal en soft power? J'ai envie de dire qu'il n'a pas le choix au président Emmanuel Macron, parce que tout simplement, quand on voit la configuration de la CEDEAO, avec 3 pays qui menacent de quitter cette organisation et 3 pays anti-français primaires, le Sénégal est une démocratie, une vraie démocratie au sens vraiment, peut-être pas grec, mais vraiment c'est une démocratie moderne avec tout ce qu'il y a comme aussi désir et volonté de construire des relations fortes avec des alliés, mais sur des bases renégociées. La France est en perte de vitesse, on le voit un peu partout, et si la France, dans sa politique étrangère, perdait le Sénégal, qui pendant longtemps a été un relais de sa diplomatie, ce serait très difficile pour elle de se rattraper dans les autres pays de la CEDEAO. Donc cette visite, elle est indispensable sur le plan diplomatique. Sur le plan économique, les entreprises françaises aussi perdent du terrain au Sénégal quand même. Et le Sénégal pétro-gazier ne compte pas beaucoup de représentants tricolores. Donc il y a de vraies inquiétudes par rapport justement à ce que le Sénégal ne bascule pas dans l'escarcelle russe, mais surtout anglo-saxonne. Parce que n'oubliez pas, nous avons BP, nous avons Woodside, et nous avons tout un arsenal d'entreprises de moyenne capacité qui viennent de ces zones-là. Mais dans le même temps, on voit le Sénégal dire, quand j'étais dans l'opposition, le nouveau pouvoir, le panafricanisme qu'il prônait un peu partout. Le panafricanisme tel que conçu aujourd'hui en Afrique, c'est de s'éloigner davantage de la France, c'est de combattre la France-Afrique. Mais le Premier ministre semble être lui très proche des pouvoirs putschistes, le président, lui, le côté français, occidental. Quelle lecture peut-on faire de ça sur le plan économique? Écoutez, il y a tout un débat aujourd'hui dans la sous-région. On dit que oui, le Sénégal devait venir rejoindre les pays de l'Alliance du Sahel, l'AES. Mais moi, ça m'étonne parce que je me dis, écoutez, ces 3 pays quand même sont caractérisés par une chose commune, c'est que c'est des putschistes quand même qui sont au pouvoir. Et ça me semble inopportun qu'il y ait une alliance entre un régime démocratique comme celui qui nous gouverne en ce moment, avec des régimes militaires qui ont confisqué la volonté populaire. Je pense que par nécessité, à un certain moment, quand ils étaient dans l'opposition, il y a eu des accointances. C'est normal parce que ils cherchaient des échappatoires. C'est possible. Maintenant, concernant le panafricanisme, effectivement, le Sénégal est l'un des pays où le panafricanisme est inscrit dans sa constitution. Je pense que les Sénégalais ont en partage quand même ce désir de créer une unité africaine. Mais elle ne doit pas être faite ou mesurée ou calculée par rapport à l'éloignement ou non avec la France. La France, moi je dis, c'est un partenaire, comme les États-Unis, comme la Chine, comme la Russie. Et si on ne nourrit aucun complexe vis-à-vis de la France, on ne devrait pas s'inquiéter du fait que oui, on est proche de la France ou on est loin de la France. On ne doit pas se déterminer par rapport à la proximité ou à l'éloignement avec la France. On doit se déterminer par rapport aux objectifs communs avec les autres pays africains, la ZLECA, la zone de libre-échange continentale, et le Sénégal a tout à y gagner. Avec l'OMVS, l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, le Sénégal a tout à gagner dans cette organisation. Je vous rappelle que la source des eaux du fleuve Sénégal vient de la Guinée. Donc l'intégration, c'est quelque chose de très important et de fondamental. Et si on veut déconstruire les logiques verticales qui ont conduit à la colonisation, on doit créer des logiques horizontales qui vont aller de Dakar à Abuja, d'Abuja au Caire, au Cap, et créer un marché unique pour donner à nos jeunes des opportunités. Si on revient aujourd'hui au Sénégal, à Dakar, surtout le Sénégal en tant que tel, tout le monde ressent qu'il y a une crise économique. L'argent ne circule pas. Quand vous sortez dans la rue, les Sénégalais lambda vous le disent.
vous ressentez de plus en plus de mendicité dans la rue au Sénégal. Vous ressentez de plus en plus de difficultés par des personnes qui n'ont pas l'habitude de demander, commencent à demander de l'aide. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'économie redémarre? Oui, ça c'est la question qu'on pose à tous les nouveaux pouvoirs qui arrivent. Parce qu'après ce temps d'arrêt dont on parlait tantôt, effectivement, on sent une crise, une inflation, donc un renchérissement. Les prix ont augmenté de 19%. Effectivement, des produits. Et là, il y a une donne mondiale qui est là, qui fait qu'il y a un retour de l'inflation qui est réel. L'inflation, c'est les prix. Oui. Il y a un coup d'arrêt aussi au niveau des systèmes financiers, puisque les Américains ont arrêté donc l'ère de l'argent facile, l'argent qu'on prêtait aux banques. Donc ça avait contribué à baisser les taux d'intérêt de ces banques occidentales. Ici, dans notre système bancaire aussi, la BCEAO est en train petit à petit de décélérer, mais ce n'est pas suffisant. L'argent ne circule pas beaucoup, les banques n'accordent pas beaucoup de prêts. Mais peut-être c'est qu'en face aussi, il n'y a pas beaucoup de projets bancables. En tout cas, l'un des rôles de l'État, qui est le premier acteur économique, est de faire et de relancer l'économie. C'est de rassurer les investisseurs, c'est de rassurer les opérateurs économiques, le secteur privé local, le secteur privé international, parce que la solution ne réside pas dans les mains de l'État. L'État ordonne, l'État organise, régule, mais l'employabilité, la création des richesses, ça devrait venir du secteur privé. Oui, parce qu'on a vu le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire, de l'élevage, dire que le Sénégal importe chaque année plus de 1070 milliards de produits alimentaires. Ça, c'est un constat qui a été fait. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui est fait de concret? Oui, les questions de souveraineté alimentaire, souveraineté agricole sont aussi vieilles peut-être que la CEDEAO, qui d'ailleurs a tout un département qui essaye de conduire les États vers justement ces objectifs-là. Réellement sur le terrain, qu'est-ce qui est fait? Mais sur le terrain aujourd'hui, je pense que 4 mois encore, c'est assez peu pour évaluer une action gouvernementale, mais ça devrait au moins quand même donner les grandes lignes. On voit le ministre de l'Agriculture, on l'a trop vu même sur le terrain, dans le discours, dans l'exhortation. Mais peut-être les agriculteurs, ce dont ils ont besoin, c'est des contrats-programmes sectoriels, secteur par secteur, dans l'aviculture, dans le riz, dans le mil. Peut-être il y a des questions à se poser sur la politique des intrants au Sénégal, un pays qui a du phosphate et qui, à un certain moment de son histoire, a cédé sa grande entreprise dans le domaine, les ICS. Pendant ce temps, le Maroc, qui a aussi des phosphates, a fait de l'OCP un géant, un champion mondial, non seulement de l'exportation des phosphates, mais aussi des fertilisants et des engrais. Donc il y a une reprise en main à faire, mais toujours dans les négociations, dans une approche conciliante, parce que là, la société indienne qui a investi, qui a repris, elle a des objectifs aussi légitimes. Elle fournit d'abord le marché indien avant le marché sénégalais, et c'est très légitime. Adam Wade, merci d'avoir été venu sur ce plateau de ITV. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé en économie, que vous êtes le directeur de publication du mensuel Financial Afrique, qui traite des questions économiques et financières du continent. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir. Merci.